Comme ça fait du bien de se retrouver enfin ensemble, dans un même lieu, nombreux, après ces mois, ces années en fait, de crise sanitaire qui nous ont empêchés, autrement que par le truchement des écrans, de rire, de partager des enthousiasmes, des réussites, des colères, des peurs. Et vous êtes là nombreuses et nombreux. Vous êtes, je le pense, comme beaucoup dans ce pays, comme de nombreux Françaises, étrangers accueillis ici, comme de nombreux salariés, fatigués par cette longue crise. Et singulièrement dans nos associations, partout où je vais, le président de la République, le premier, devant notre congrès acte 1 en janvier, mais partout, les représentants de l'État, les préfets me disent combien ils saluent l'action des associations qui sont restées debout, parce que vous êtes restés debout. Nous sommes restés debout pendant ces moments où la société était confrontée à un défi fondamental et qui touchait à nouveau, comme toujours, les plus fragiles, les plus précaires. Alors moi, je vous propose, au moment où nous nous retrouvons, de vous applaudir, de nous applaudir, d'applaudir les associations qui sont restées là, d'applaudir les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux, les bénévoles, les cadres, les présidents. Je vous dis bravo et merci. Oui, vous le méritez, nous le méritons, parce que vous êtes toujours là et que nous sommes toujours là. Ce congrès, mes chers amis, Madame la maire de Rennes, chère Nathalie, merci de nous accueillir. Nous sommes ici, nous le savions, par ton action, par tes mots. On nous en a eu la confirmation. Nous savons que les acteurs et les actrices de la solidarité sont chez eux et chez elles à Rennes. Et il est bon de compter sur de tels alliés, des élus qui sont à l'action. Et encore une fois, merci de ton accueil et de tes mots chaleureux en direction de celles et ceux qui, dans cette région, sont au travail, dans ta ville. Et nous savons combien ils peuvent et elles peuvent compter sur toi. Merci Daniel, Monsieur le Président, qui nous accueille dans cette belle région et qui met son engagement ancien, sa connaissance des lieux, des hommes, des femmes, sa sagesse aussi, au service de notre action collective dans cette région. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, je vous propose de consacrer ces 2 journées de congrès et d'en faire des temps et un temps de partage et de mobilisation. De partage et de mobilisation au service de nos combats communs contre la précarité, contre la pauvreté, pour l'insertion, pour l'intégration sociale, pour la participation démocratique de celles et ceux qui sont poussés dans les marges de la société. C'est à cela que nous allons consacrer ces 2 journées. Je veux remercier les équipes de la face régionale et de la face nationale qui ont élaboré ce programme qui vous permettra de vous retrouver d'abord et de partager vos réussites, vos envies, vos enthousiasmes, vos solutions, de partager aussi vos résistances lorsqu'il le faut, de partager vos colères, en constatant que, finalement, après cette crise sanitaire où l'on nous dit que nous avons été si présents, où sont les conséquences, les leçons à tirer de tout cela? Est-ce que, alors que les équipes sont fatiguées, on a cessé avec la bureaucratie inutile qui accentue le sentiment de défiance des uns et des autres? Est-il bien normal qu'à Caen, mon cher Fabrice, récemment avec toi, nous rencontrions des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales dans un centre d'accueil qui nous expliquaient qu'ils pouvaient accueillir une femme en précarité pendant 6 mois, mais qu'après, pour qu'elle puisse rester, il fallait chaque mois demander l'autorisation à l'administration? Est-ce que c'est ainsi que l'on construit la confiance dans ce moment que nous vivons? Je veux redire ici que nous avons évité
l'explosion de la pauvreté et de la précarité dans ce pays avec la crise sanitaire. Et je veux ici saluer l'action des pouvoirs publics et du gouvernement pendant cette période parce qu'il est juste de le faire. Et je voudrais à cet égard saluer la présence du commissaire à la lutte contre la pauvreté, qui représente ici l'État en cette période de réserve. Donc je vous promets, chers amis, de ne pas profiter de votre silence obligé pour être désagréable, et je le serai d'autant moins que j'ai eu le plaisir de vous retrouver après que nous ayons ensemble, il y a quelques années, au moment de la crise migratoire, accueilli, et c'est vous qui les aviez accueillis avec le monde associatif, dans les Pyrénées-Orientales, de jeunes Éthiopiens que j'avais eu le plaisir et l'honneur à Calais, avec les équipes de l'OFPRA, de convaincre de quitter ce bidonville pour rejoindre cette ville de Sainte-Marie dans les Pyrénées-Orientales. Nous allons continuer nos combats. Daniel l'a dit, nous sommes dans un moment où si la pauvreté et la précarité n'ont pas explosé, elles sont là. Elles augmentent, elles s'enracinent. Nous le voyons bien chez les jeunes, tu l'as dit Daniel, chez les femmes, chez les chômeurs de longue durée, dans les villes et dans les campagnes. Elle est là et elle s'enracine. Et il ne suffit pas de proclamer la perspective du plein emploi. Oui, nous allons vers le plein emploi, mais quel plein emploi? S'agit-il d'un plein emploi où la précarité ne cesse de progresser comme elle le fait chaque jour plus loin parmi les classes moyennes, alimentant, aggravant la crise démocratique dans le pays? Parce que nous le savons, les classes moyennes sont le cœur de la solidarité dans ce pays depuis 50, 60, 70 ans. Et elles sont fragilisées, et elles sont inquiètes. Et nous devons être lucides sur ce qui se passe dans ce pays à cet égard pour faire avancer les combats qui sont les nôtres. Et donc, face à cet enracinement de la pauvreté et de la précarité, nous invitons à nouveau à la mobilisation, au volontarisme des pouvoirs publics. Nous l'avons fait lors de cet acte 1 en janvier, en interpellant le président de la République et les candidats à l'élection présidentielle, en élaborant une plateforme. Mais nous attendons maintenant des réponses, car la situation exige que nous puissions à nouveau agir. Cet acte 1 fut un moment d'interpellation des pouvoirs publics. Cet acte 2, et vous en êtes l'illustration à nouveau, nous l'avons conçu comme une démonstration de force tranquille, de force apaisante et de force déterminée, car je vous propose de continuer comme nous l'avons toujours fait, intransigeant sur les valeurs, lucide sur les réalités sociales, toujours soucieuse et soucieux de faire avancer la capacité des uns et des autres à vivre ensemble. Cette fédération n'ajoutera pas des colères aux colères, mais elle portera les colères de celles et ceux qui sont confrontés à l'inacceptable, aux indignités, d'abord les femmes, les hommes, les enfants confrontés à la précarité et à la pauvreté, et celles et ceux qui les accompagnent, les travailleurs sociaux, les bénévoles, qui sont plongés, elles aussi et eux aussi, dans ces incertitudes et dans ces impasses. Alors, pendant ces 2 jours, nous allons partager nos expériences, nos envies, nos attentes, nos inquiétudes, nos colères, et nous allons porter notre mobilisation, non seulement dans le moment dans lequel nous sommes, mais en nous fixant une feuille de route pour les 5 ans qui viennent à travers l'adoption de notre projet fédéral qui sera proposé cet après-midi à notre Assemblée générale. Cette interpellation que nous allons porter pendant ces 2 jours de congrès et au-delà, elle va vers les pouvoirs publics, mais elle va aussi vers nous-mêmes. Nous aussi, nous devons tirer les leçons des dernières années, des réussites et des échecs. Renforcer notre capacité d'action, la coopération dans le monde associatif, la capacité dans les équipes à valoriser le travail des uns et des autres. Renforcer le fonctionnement de notre fédération pour la mettre pleinement au service de nos adhérents et de nos adhérentes. Et une interpellation vers les pouvoirs publics. Nous aurons l'occasion d'y revenir et j'y reviendrai à travers la présentation du projet fédéral pour souligner sans cesse et proposer ce qui désormais est indispensable, un changement de méthode dans la conduite des politiques publiques, dans les politiques de solidarité. Parce que les visions formatées,
les visions centralisées, les visions dirigistes, les visions bureaucratiques alimentent le désespoir et l'enracinement de la pauvreté dans ce pays. Et nous voulons y substituer, à travers ce que vous êtes et ce que vous faites, des approches qui partent des personnes que nous appelons personnes accompagnées, les personnes ressources, qui sont dans nos instances, qui sont dans nos structures, à travers et à partir des territoires, de manière à porter l'inconditionnalité et la continuité de l'accueil. Et cette interpellation, Daniel l'a dit, je veux le redire ici, au risque d'être dans la répétition, mais je vais être dans la répétition assumée pendant 2 jours. On verra si on finira par être écouté. Parfois, à force de répéter les choses sur un différent ton, ça finit par passer. Ce pays est en train de commettre une folie. Cette folie, c'est de se priver des travailleuses et des travailleurs sociaux, de celles et ceux qui sont engagés dans les métiers du social. J'ai eu la chance de grandir dans le milieu du travail social. J'en ai des souvenirs précis dans les quartiers de Bellevue, Brémelville à Nantes, de ces hommes et de ces femmes pour lesquels le social est un métier. Ils sont celles et ceux qui accommodent la violence, qui savent ce qu'elle est, ce qu'elle provoque chez les hommes et chez les femmes et chez les enfants et chez les jeunes. Et dans un moment où la société française est étreinte par tant de peurs, réelles ou fantasmées, comment se passer de cette capacité à accompagner, à apaiser, à chercher des solutions avec toute la difficulté que cela comporte en fonction des parcours des uns et des autres? C'est une folie que de ne pas se donner les moyens de rendre au travail social ce qui lui est dû, de reconnaître sa valeur et son utilité sociale fondamentale à travers les rémunérations, à travers la formation, à travers la promotion des métiers et la reconnaissance sociale. Alors, je vous propose de mettre ces 2 journées de congrès sous l'égide de celles et ceux qui sont les exclus des revalorisations du Ségur. Notre fédération a contribué à l'avancée qu'a constituée ces revalorisations pour nombre de salariés de nos secteurs. Mais les exclus sont très nombreux, trop nombreux. Nous demandons maintenant que cette injustice soit réparée. Alors, je vous propose de les applaudir, de mettre ce congrès sous l'égide d'Antoine, écoutant 115, exclu des revalorisations, sous l'égide de Monder, responsable de l'entretien des locaux dans un centre d'hébergement, sous l'égide de Céline, assistance administrative dans un centre d'hébergement. Ce sont elles et eux qui vont faire notre mobilisation parce que nous sommes mobilisés contre la pauvreté et contre la précarité, et c'est avec elles et avec eux et par la confiance avec elles en elles et en eux que nous y parviendrons. Très bon congrès que nous déclarons donc ouvert.